nouveau Corbehem doit vivre. Non à la fermeture de nos machines. Stop aux actionnaires qui s'enrichissent sur le dos des salariés. Stop à l'économie libérale. Laissez-nous nos emplois. Stop à la politique ultralibérale qui est en train de tuer l'industrie dans le Nord-Pas-de-Calais. Les petits papiers de riz ou d'Arménie. Qu'un soir, sans papier, la région va mourir. Défendons l'industrie, défendons notre papeterie et nos emplois, tous ensemble. Et l'esthétique, papier musique, c'est du chagrin, papier dessin, avant longtemps. Souvenez-vous, jeudi 30 janvier 2014, les représentants des salariés de Stora Enso rencontraient Denis Robin, préfet du Pas-de-Calais. À l'issue de cette rencontre, monsieur le préfet nous confiait que sa priorité était que le groupe papetier Stora Enso se montre exemplaire dans les accords qu'il conclura et la façon dont il mènera la négociation avec les représentants des salariés dans le cadre du PSE. Il nous indiquait également que si la possibilité d'un repreneur n'était pas écartée, cette hypothèse lui semblait bien peu réaliste. Or, le lendemain, vendredi 31 janvier, le ministère du Redressement productif communiquait que 3 propositions sérieuses de reprise étaient actuellement à l'étude et rendait public le nom de l'un des 3 repreneurs potentiels, la société AA, précisant que celle-ci visiterait l'usine le lundi 3 et le mardi 4 février. Le mercredi 5 février, les salariés de Stora Enso Corbehem, réunis en AG avant la manifestation programmée le lendemain, revenaient sur ces derniers développements. Laurent Fauveau. Alors effectivement, comme tu le dis si bien, le gouvernement, par le biais de M. Montebourg, a trouvé, selon eux, 3 pistes, dont une qui était effective avant-hier. Lundi, nous avons eu la visite des techniciens de chez AA, à Lysé, qui se situe dans l'Eure, une papeterie. Donc AA est un papetier thaïlandais, qui est maintenant implanté en France sur le site d'Alizé dans l'Eure, et qui a été envoyé par le cabinet de M. Montebourg. Ce qui nous inquiète le plus, c'est que cette entreprise, AA, a été envoyée par Montebourg à l'issue des 15 mois où on a pris en otage, entre guillemets, les salariés, et que le PSE a été annoncé. Pendant les 15 mois, M. Montebourg nous a envoyé personne, on n'a pas eu concrètement de personne, et là, d'un seul coup, il sort quelqu'un de son chapeau, et voire même 3 personnes, mais les 2 autres, on ne les connaît pas. Alizé, AA, le site dans l'Eure, c'est la même usine, c'est pas la même usine, on y fait le même papier, on y fait autre chose? Alors on est dimensionné pratiquement de la même façon au niveau de la machine, c'est la même laise, sauf qu'ils ne couchent pas le papier. Il n'y a pas de partie coucheuse comme on peut avoir à Corbehem, et ils ont une unité de production de pâtes qui était arrêtée depuis les années 90, et le Thaïlandais, M. Yotin, a décidé de remettre en service cette production de pâtes. Il est prévu d'investir 150 millions d'euros sur le site d'Alizé pour, 1, remettre en service l'unité de pâtes, et 2, essayer de faire une biomasse ou faire un biocarburant avec l'unité de pâtes qui va remettre en route. Cette capacité d'investissement, il faut qu'il puisse en développer également sur Corbehem pour dédier la machine à un autre type de papier que du LWC, puisqu'on nous dit que on n'en vend pas suffisamment pour que ce soit rentable. Alors qu'il est, ça serait prématuré de parler de tout ça. C'est à nos yeux et aux yeux des salariés et à notre sens un potentiel repreneur. Pour l'instant, les crédibilités, la venue du patron, pour nous, c'est à prendre au conditionnel. On verra en allant, on ne va pas promettre monts et merveilles aux salariés. Pour l'instant, on est dans un PSE, on va terminer le PSE, on se mettra ce repreneur potentiel, s'il le désire, quand il sera passé, qui nous aura donné ses envies et ce qu'il veut faire de nous après le PSE, on le mettra hermétiquement dans une boîte et on le ressortira en septembre. C'est-à-dire que pour l'instant, la direction me dit ce matin, le PSE n'est pas suspendu, le calendrier suit son cours, vous confirmez? Et pour vous, c'est la bonne formule, ça? Alors nous, alors qu'il est la volonté de l'intersyndicale des salariés, pour le moment, c'est terminer le PSE et de faire pied et main pour que le site soit préempté en prévision de ce qui pourrait se passer après le PSE. Ce qui compte, c'est de quelque sorte se débarrasser du groupe Stora Enso. De toute façon, Stora Enso ne veut plus de nous. Depuis 2009, on n'arrête pas de le dire. Donc, il va se débarrasser de nous. Il va être exemplaire, comme le dit le préfet qui a pris position sur le sujet. Nous, on va leur dire exactement la même chose, d'être exemplaire
Et après, on verra, on aura le site pour nous, le gouvernement va préempter, on va aller chatouiller tout le monde, le site, il restera sur le sol français et on en fera ce qu'on en voudra. Il n'y a pas eu la crainte que le personnel se désunisse suite à ces annonces et qu'il y ait ceux qui fassent confiance aux repreneurs, ceux qui se disent non, faisons confiance au PSE et aux négociations que vont mener nos représentants? Moi, pour ma part, on a toujours dit qu'on serait transparent. J'ai l'intention de l'être jusqu'au bout. Et je ne trahirai pas les salariés. S'il faudrait trahir les salariés, je ne ferai plus partie de l'intersyndicale. Ça, c'est clair. Et eux sont toujours unis? Oui, on est toujours unis, on va dans le même sens. Et pour l'instant, c'est l'intérêt des salariés, le PSE, la préemption du site. Et après, on verra. En attendant, le groupe AA a effectivement visité l'usine de Corbehem. Qui est AA? Quelle est son expérience dans le domaine papetier? Franck a dressé aux salariés un résumé des échanges qu'il a eus avec les représentants des salariés de l'usine d'Alizé. Je leur ai expliqué la procédure de remise en route de l'usine d'Alizé après le départ de Emeril. Alors, Alizé, c'est une ville. Alizé, c'est une ville qui se trouve à 20 minutes de Rouen. Emeril, c'était le propriétaire précédent. Emeril, c'était un propriétaire finlandais. Dans le même cadre que Stora, qui tire les ficelles, qui vend sa pâte au groupe, qui a des commerciaux qui sont en haut, qui sont pas sur le site, qui dirigent tout en fait. D'accord. Alors, que s'est-il passé là-bas? Eh ben, ils ont décidé, comme ici à Corbehem, d'arrêter le site. L'idée, c'était de pas le vendre, de tuer la concurrence, en fait, de faire baisser la productivité sur le marché. La grande différence, c'est que les salariés ont été associés avec la direction. Tout de même, là, j'ai l'impression, dans le cadre de recherche de repreneurs, ce qui n'a pas vraiment été le cas ici à Corbehem. Bah, on peut noter que c'est une différence à Emeril. Enfin, Emeril, quand il y a eu la reprise, les directeurs d'Emeril ont négocié un laps de temps de 18 mois pour qu'il y ait une dizaine de personnes qui puissent chercher un repreneur. Et ça a été accordé. Ils étaient quand même, enfin, d'après ce qu'on nous a dit, d'après les gens qui ont été là-bas, qui sont venus visiter ici, ils nous ont dit qu'ils étaient quand même partenaires, on va dire. Ça se passe pas comme ça ici, malheureusement, c'est bien dommage. Il y a une collaboration entre... Ils ont collaboré, c'est exactement ça, ils ont collaboré. Entre la direction du site et les représentants du personnel en vue de trouver un repreneur. Or, aujourd'hui, AA est prêt à remettre le site en activité après 3 mois d'arrêt. Il est remis en route au mois de mai 2013, repris par AA après 12 mois de fermeture. Il est resté inoccupé pendant 12 mois. Ensuite, en mai 2013, reprise par AA, remise en marche. Là, ils sont arrêtés depuis le mois de décembre pour manque de... Ils n'arrivent pas à vendre leurs papiers, en fait. Mais ils sont seulement en train de pénétrer le marché. Ils font des publicités, on le voit à la télé. Et ils ont une nouvelle logique de marketing qui consiste à dire, par exemple, quand on veut boire un cola, on prend du Coca-Cola et non pas un Coca-Cola d'un supermarché. Et eux, c'est le même. Ce qu'ils veulent, c'est vendre, quand on achète du papier imprimante, on prenne du papier imprimante où il n'y a pas de problème, où il y a une super résolution. Le haut de gamme, quoi. L'idée marketing, c'est ça chez eux. Qu'est-ce qui s'est passé pour les salariés? Le PSE était à son terme? Le PSE était échu. Hein. Les gens étaient partis en reclassement, ont touché leur prime de licenciement. Et après, quand le site s'est remis en route, ils ont fait appel à un postulat. Les gens ont postulé, ils ont repris 150 personnes. Sur un effectif de combien? 330. La machine, pourquoi elle n'a pas été démontée entre-temps? Pourtant, ces temps d'inactivité, on a bien vu à quelle vitesse, finalement, les machines 3 et 4 à Corbehem ont été démontées une fois qu'elles étaient mises en cessation d'activité. Alors là, j'ai pas toutes les infos nécessaires, mais je pense que comme nous, ils ont fait préempter le site, ils ont mis des garde-fous comme quoi on pouvait pas toucher à l'usine, quoi. Qui a préempté alors? Normalement, je pense que c'est les communes, hein, c'est le conseil régional et les communes qui ont aidé les salariés à préserver le site, quoi. Aujourd'hui, il y a donc combien de salariés qui travaillent là-bas? 150. Et il y a surtout des projets. Ouais, ils ont un gros investissement, ils investissent 150 millions d'euros, ils vont redémarrer une unité de pâte qui a été arrêtée par Emeril. Ça créerait normalement, d'après les personnes qui sont venues nous visiter hier, 100 emplois. Et ils ont investi dans une turbine biomasse qui leur permettrait de faire du biocarburant et en plus du biocarburant d'avenir, c'est-à-dire pour les avions, tout ça, pas ce qui se fait actuellement, ce qui est vendu pour les voitures. Autre chose, un nouveau biocarburant et aussi de revendre de l'énergie à EDF. Donc on est sur une autre logique, mais également avec une autre structuration. C'est pas un groupe, c'est pas des actionnaires derrière tout ça. Ah, il n'y a pas d'actionnaire, là, c'est un PDG, c'est la personne qui a l'argent et qui dirige, qui fait les deux. Il est de quelle nationalité? Il est thaïlandais. Et il est intelligent dans le sens où ils vont acheminer les copeaux d'eucalyptus. Il fait travailler son pays, en fait. Ils vont venir de là-bas pour être traités ici. Et en plus, ça arrive par voie d'eau. Enfin, il y a des similitudes avec le site de Corbehem quand même très fortes.
On peut penser à le croire, quoi. On peut laisser croire ça, c'est sûr. Après, on verra. Hein. Pour l'instant, c'est des visites. Hein. Nous, ce qu'on veut, c'est négocier un bon PSE. Et après, on verra. S'il y a quelqu'un derrière, si on peut sauver de l'emploi, tant mieu. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de mal à faire du bien. Hein. La machine, elle est vraiment différente entre celle qui est à Alizé et celle qui est ici. Alors, techniquement, je pense... moi, je suis pas expert à la machine 5 parce que j'y travaille pas. Je suis tout ce qui est sauce, je suis à la chimie. Je pense qu'elle est différente. Là-bas, on fait de la ramette. Mais c'est une grosse machine qui a la même laisse que la nôtre. Mais après, ils n'ont pas de coucheuse. Comme c'est du papier blanc, il n'est pas glacé et compagnie. Donc il y a une petite différence. Mais au niveau modernité, c'est la même. Hein. C'est la même époque, c'est 90-91. Et la capacité, c'est la même aussi. Il faudrait que le groupe se lance dans la même politique d'investissement, éventuellement, dans quelques mois, si jamais il se porte acquéreur, que ce qu'il fait sur ce site-là pour le rendre compétitif ou dédié à un autre marché que le papier couché LWC. Je dirais qu'il faudrait. Je répondrais simplement par ça. Il faudrait que ça soit au AA ou quelqu'un d'autre, ça serait bien, quoi. Il faut comprendre aussi que la machine de Corbehem, c'est une machine qui est moderne, c'est un outil qui est présentable, qui est beau, hein. Et je pense pas qu'on va revoir pousser une usine comme ça, qu'on va avoir une usine comme ça qui va sortir de terre en France ou en Europe dans les années qui vont arriver. Ça m'étonnerait. Pourquoi il arrive seulement maintenant? C'est Monsieur Montebourg qui l'envoie? C'est Stora qui n'a pas suffisamment cherché pour avoir cet investisseur en temps et en heure? Là, je vais pas trop m'avancer, mais je pense que on a fait du bruit, on est partout. Je pense que les cabinets ils réagissent quand même, ils ont un petit peu peur. Hein. On met du papier partout, chaque fois qu'on se balade, on lance des œufs, on salit tout. Forcément, ça les ennuie. Il y a les municipales qui arrivent, on fait pression, quoi. Hein. Après, s'il y a d'autres facteurs, moi, je sais pas, je peux pas les identifier pour l'instant. Ça renforce l'importance de préempter le site, ce que vous allez demander demain à la région, parce que il y a un cas de jurisprudence qui existe, en tout cas un cas d'école, un cas d'exemple, un précédent en France. Ouais, si on arrive, on essaie de faire la même procédure. Après, si notre site il est préservé, s'il y a personne derrière, tant pis. Mais s'il y a quelqu'un, au moins il est là. Il sera pas démonté, il sera pas démantelé. Et dernière question, ça rajoute pas des regrets, ça, de ne pas avoir été associé à la recherche de repreneurs avec la direction locale, comme ça a été le cas dans l'Eure? Avec la direction locale et avec le groupe, on a toujours voulu être impliqué, savoir ce qui se passait, même s'il fallait pas dévoiler quoi que ce soit, qu'on puisse conserver une intimité, un secret, on veut bien le comprendre, mais on a demandé à plusieurs reprises, ça n'a jamais été accordé, aussi bien par le groupe. La direction, je dirais pas qu'elle l'a refusé, mais elle pouvait pas l'accorder, je pense. Soyons fous, mes amis, d'une folie douce. Soyons fous aujourd'hui, pour notre salut à tous. Avoir 20 ans et toute sa rage. Ne pas vieillir, si vieillir, c'est devenir trop sage. Leur raison, dites-moi, où nous a-t-elle amené? Nous ne sommes pas de ce bois dont on fait les condamnés. Ne soyons plus marionnettes, ni poupées, ni petits soldats qui mettent un contrat sur nos têtes. On repart au combat. C'est pas fini, ça ne fait que commencer. C'est pas fini. Jeudi 6 février, les salariés se réunissent dès 6h30 devant l'usine de Corbehem. Au programme de la journée, opération escargot de Fresnel-lès-Montauban à Lille avec occupation de la barrière de péage. Cette manifestation s'inscrit dans le cadre d'une journée d'action nationale initiée par la CGT. Ainsi, les papetiers de Corbehem ont reçu le soutien de nombreux salariés du Douaisis. Pour ma part, c'est dans la voiture de Patrick que je m'embarque. Serre d'un côté qu'on puisse passer devant si tu veux, Patrick, s'il te plaît. Quelle heure est-il là? 7h, 8h moins 20 exactement. Départ de Corbehem, l'itinéraire c'est quoi? Donc là on se rend jusque, il me semble, le rond-point de l'autoroute A1. Et là on attend des collègues d'autres entreprises, usines, Renault, etc. quoi. Parce que la mobilisation a commencé également sur le Douaisis. Oui, tout à fait. Renault s'est donné rendez-vous vers les 5h, voire 4h30. Et d'après les dires de certaines personnes, ça bloquait bien là-bas déjà au niveau de l'Argy Renault, quoi. Malgré les annonces récentes à propos de repreneurs, même encore des annonces hier soir, on va en parler, l'appel à la mobilisation ne faiblit pas. Et non, justement, il faut bien montrer que on est là et puis qu'on va encore se mobiliser parce que on n'a pas du tout confiance à ce qui nous a annoncé ces derniers temps, c'est-à-dire hier 2 repreneurs, il y a vendredi dernier c'était 3,
Là vraiment on est surpris, mais on est donc d'autant plus surpris qu'on est plus que vigilant. Parce que ça nous cache quelque chose tout ça. Donc la mobilisation continue. Et encore nous avons prévu d'autres actions dans les jours à venir. Parce qu'il faut faire comprendre au gouvernement et ne pas mélanger. Nous c'est le PSE avant et puis après bon bien sûr si tout va bien pourquoi pas un repreneur. Mais il faut pas mélanger, ce sont bien deux choses différentes. Et nous ce que l'on veut c'est des garanties. Parce qu'on a confiance, on n'a plus confiance en personne. Alors encore moins au groupe et moins un éventuel repreneur ripou. Donc on est méfiant. Premier rond-point, on arrive à Brebière. Premier arrêt donc sur le trajet, le rond-point d'accès à l'usine sur l'axe Douai-Arras, la départementale 950, un lieu devenu hautement symbolique pour les salariés de Stora Enso. Là on va faire des barrages filtrants et distribuer les tracts. Parce que c'est symbolique ça, c'est chez nous. C'est là qu'on a vécu la moyenne 25 ans ici quoi. Mais c'est vrai, ça reste un symbole ici. C'est là que tout le monde arrive par l'usine, quoi. Quand on est ici, on est au cœur d'un poumon économique. Il y a Stora, il y a la régie Renault, il y a le Douaisis, il y a les zones d'activité sur la communauté de communes aux Artistes. C'est également un cri d'alerte à l'ensemble du secteur économique du secteur. Exactement. Aujourd'hui, on prouve bien que nul n'est à l'abri, quoi. Ça peut arriver à n'importe qui. Renault, c'est pour la joie non plus. Stora, qui aurait cru ça il y a quelques années. Et même il y a 7 ans, il y a eu 2 machines, mais beaucoup n'imaginaient pas la machine 5. Aujourd'hui, la réalité elle rattrape tout le monde et il faut que ce soit une alerte pour tout le monde. Et on espère que tout le monde va comprendre que nul n'est à l'abri. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Laurent, tu as des nouvelles des collègues et de la mobilisation sur Renault? On est allé chez les camarades de Renault ce matin à 5h. Donc on a fait une distribution de tracts jusqu'à 7h. Et donc la chaîne était arrêtée, elle a mis en route qu'après tous les salariés soient rentrés. Donc on sait qu'on a déjà le PDG de Renault qui a mis pression sur les syndicats, savoir ce qui se passait. On dirait qu'il ne sait pas ce qui se passe dans sa boîte. Même le huissier, il doit envoyer un huissier chez Renault. Il doit envoyer un huissier pour constater que les gens... Parce que ça va mal actuellement. Renault, c'est un mouvement de solidarité des salariés de Renault. Chez Renault, actuellement, il y a 4400 fiches de salaire de rédiger. Il y a 600 personnes qui sont détachées, qui sont dans différents sites de Renault. Et ils prévoient environ 1000 suppressions d'emplois jusqu'aux alentours de 2016. Des emplois qui partiront en pré-retraite. Un accord de M. Ghosn avec M. Sarkozy il y a quelques années. Les gens partent en pré-retraite et ne sont pas remplacés. Sur le site de Renault, ça impacterait quoi environ Renault Douai? Environ entre 6 et 900 personnes. À l'horizon 2016. Et les représentants syndicaux CGT de Renault Douai sont eux aussi dans le cortège Stora Enso stationné au rond-point de la départementale 950. Rond-point où l'on aperçoit les cheminées de la papeterie ainsi que les bâtiments de l'usine Georges Besse. Moi, je suis M. Dubois-David, secrétaire général de la CGT Renault Douai. Alors expliquez-nous un petit peu aujourd'hui ce qui se passe sur le site à Renault Douai aujourd'hui et puis quelles sont vos inquiétudes pour l'avenir? Alors il faut revenir un petit peu en arrière avec l'accord de compétitivité qui a été signé l'année dernière à la même époque, au mois de mars. Alors qui pour rappel supprime 8260 emplois sur le groupe Renault France. Les conditions de travail qui se dégradent, le gel des salaires pendant 3 ans, le vol de non-congés et ainsi de suite, j'en passe et des meilleurs. Et rien que pour le site de Renault Douai, chiffre officiel, en 2016, nous serons plus que 2500 travailleurs dans l'usine et actuellement nous sommes 4400. D'ici 2 ans. D'ici 2 ans, ouais. Alors aujourd'hui, un mouvement de mobilisation du Douaisis. Il était normal qu'à côté de Stora, qui se bat maintenant depuis plusieurs mois, vous soyez vous également présent. Bien sûr, c'est logique qu'on soit là déjà par solidarité. En même temps, c'est une journée d'action nationale aussi à l'appel de la CGT. Et le petit plus, c'est l'interprofessionnel, la papeterie, la métallurgie, la plasturgie. Et c'est normal qu'on soit avec les Stora, surtout que c'est à côté de Douai. Corbehem, c'est quoi, à 5 km de Douai. Ça me paraît logique qu'on soit solidaire avec les camarades de Stora. C'est un poumon économique aujourd'hui qui risque d'être malade ou qui est déjà malade?
Il est malade depuis bien longtemps. Mais là, c'est sûr qu'on enlève encore un morceau de poumon supplémentaire dans l'Ouésie, qu'on soit clair. Et malheureusement, je répète, c'est près de 400 familles qui risquent d'être sur le carreau. Tout ce qui va, 400 familles directes, et après il faut voir les sous-traitants, tout ce qu'on dit c'est l'indirect, quoi. Donc ça peut être 200, 300 personnes en plus, ça on peut pas le savoir. Ce matin il y a eu un mouvement de débrayage à l'usine. Alors nous, concernant la CGT Renault Douai, on a appelé à 1 heure de grève minimum, au matin et l'après-midi. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a fait un barrage filtrant ce matin devant l'usine dès 5 heures. Avec les camarades de Stora, il y avait bien sûr les Renault Douai, l'entreprise SNWM, il y avait les Verriers d'Aniche et d'autres que j'oublie, justement pour essayer de mobiliser un maximum de travailleurs pour nous rejoindre à Lille et aussi pour qu'ils débrayent 1 heure minimum à Renault Douai. Il y a ici chez les Stora un manque de dialogue entre la direction du site, entre les représentants du groupe international. Quelles sont les conditions de dialogue entre représentants du personnel et direction locale là-bas à Renault? Ça se passe plutôt bien ce matin. Quelle était la réaction? Alors, dialogue, il y a à Renault Douai. Alors, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de dialogue. Malheureusement, c'est toujours dans le mauvais sens parce qu'on nous annonce toujours des saloperies, excusez-moi du terme. Mais après, concernant ce matin, je peux vous dire que dès 5 heures au matin, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. La direction, ils étaient en panique générale par rapport au blocage de ce matin. Oui, donc il y a eu un dialogue ce matin, mais un peu plus de peur du côté de la direction pour une fois. C'est important que tout de suite leur dire et mettre une pression. Bien sûr. Si c'est pas la NPE qu'on mettra la pression, qu'on soit clair. Que ce soit pour les Stora, que ce soit pour d'autres boîtes, même nous, Renault Douai, on n'est pas à l'abri, hein, on peut pas savoir, on n'a pas une boule de cristal. Mais la pression, il faut la mettre tout de suite et tous ensemble. Parce que le patron, la force qu'on a sur le patronat, c'est qu'eux ils sont tout seuls et nous on a le nombre. Et si on arrive à fédérer tout le monde, mais ça soit de la plasturgie, de la métallurgie, de la papeterie comme là avec Stora, là on y arrivera, c'est sûr et certain. Aujourd'hui, c'est important d'avoir un syndicat, une structure syndicale telle que la CGT. On a l'impression que de temps en temps, ce sont les cautions. On nous parle de rassembler les partenaires sociaux, de pouvoir discuter, mais que au final, c'est quand même le MEDEF qui a tout de même le dernier mot, en tout cas qui guide certaines décisions, notamment si on se réfère aux dernières orientations prises au plus haut sommet de l'État. Alors, premièrement, pour la CGT, nous, pour nous, on n'est pas des partenaires sociaux, mais bien une organisation syndicale. Parce que partenaires sociaux, ça veut dire ce que ça veut dire. Et clairement, oui, le MEDEF a le dessus, mais en même temps, avec un gouvernement dit de gauche, je dis bien dit de gauche, qui aide le MEDEF, et qui aide le MEDEF. Donc oui, eux, c'est clair qu'ils ont le dessus pour l'instant, pour le moment. Mais la grogne monte petit à petit, dans le Douaisis, mais dans la France entière. Et je suis convaincu qu'on arrivera à fédérer, peut-être pas tout de suite, mais par la suite on arrivera à fédérer. Ça sera un très très gros mouvement national, j'en suis sûr et certain. On n'a pas voté pour travailler plus. Je pensais avoir gagné mes 35 heures. Dur labeur que l'usine ou d'être ramoneur. Je suis le monde ouvrier, je suis l'agriculteur. Pas peur de travailler, marre d'être mal payé. Je pensais avoir gagné mes 35 heures. Je suis l'infirmière, je suis l'instituteur. 40 élèves par classe, les urgences qui n'ont plus de place. Les heures sup, ça nous connaît, on n'a pas le choix et on les fait. Mais qui a voté pour travailler plus, pour gagner plus? On n'a pas voté pour travailler plus. Quelle heure il est? 9h20. 9h20, on est arrivé cette fois-ci au rond-point. Et la suite des opérations? Il y a l'UD de Lens qui doit arriver avec le camion et qui va stationner pour pouvoir rentrer sur le péage, pour être assuré quand même pour la sécurité, pour les salariés quand même. Et donc à partir de 10h, on prend une demi-heure le péage et après on s'en va direction Lille, comme d'habitude qu'on sait faire, opération escargot. Il y a du monde. Eh oui, bien, c'est ce que j'espérais, quoi. Jean. Oui. Aujourd'hui, le but de la manœuvre, c'est d'aller rencontrer le conseil régional. Lui demander quoi? On va déjà leur rendre visite, dans la mesure où ça fait un petit moment qu'on les a pas entendus. Donc on s'étonne quand même qu'on s'occupe pas trop de nous. Bon, ça a l'air de vouloir bouger un petit peu. Une petite visite de courtoisie, ça fait pas de mal. Ça va peut-être éclairer la lampe de certains. Après, on verra, quoi.
que la journée d'action de Stora s'inscrive dans une journée de mobilisation nationale lancée à l'appel principalement de la CGT. Ça masque en rien la visibilité du conflit? Non, du tout, non. Je pense que non, là, il n'y a pas plus de CGT. De toute manière, là, nous, on est tous dans le même combat. Stora veut nous fermer. Bon, qu'il y ait eu un appel à la grève de la part de la CGT au niveau régional, oui, mais bon, ça n'empêche rien que nous, on reste déterminés. Puis bon, de toute manière, pour nous, la finalité de l'affaire, elle ne change pas. Ça reste toujours la fermeture pour le mois de juin. Donc après, à partir de là, à nous de continuer les actions. Puis voilà. Aujourd'hui, oui, il y a peut-être une concordance avec le niveau départemental, mais bon, c'est pas bien méchant, puis c'est pas bien grave. Bien au contraire, plus on est de monde, plus il y a de fous, plus on rigole. Donc on le prend comme ça, puis voilà, mais c'est très bien, c'est parfait. De toute manière, je pense que personne n'a été choqué de savoir que ça venait de la CGT ou Pierre Podjac. Là, de toute manière, pour nous, en ce qui nous concerne, on est toujours en intersyndical, donc c'est tout. Voilà. Ouais. Alors, explique-moi un petit peu. Là, tu es en train de regarder la qualité du papier. Non, la rognure. Ouais. Alors, ça veut dire quoi, ça? Explique-moi. Alors, papier couché, regarde bien. Ouais. Donc, tu vois, là, ça, c'est du support, ici. Ouais. Et là, tu as la couche qu'on applique les deux côtés. Là, c'est plus blanc. C'est ce qui permet d'avoir la finition du papier brillante. C'est compliqué à faire, ça? Ah, bien sûr. Hein. Et c'est toute une technologie. On vient appliquer une lame avec une pression d'environ, je vais dire, 2 bars. Et ça racle la sauce. La sauce, c'est un mélange de pigments. Les pigments, c'est du carbonate. En gros, c'est du kaolin. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est de la terre blanche, finalement. Et on applique ça sur un support, donc les fibres. Là, tu as des fibres. Et après on applique ce fameux kaolin mélangé avec quelques composants, je vais dire, il y a du latex, il y a quelques... Et voilà. Et donc là, tu es en train de regarder si le papier lancé sur la route est de bonne qualité. Bah, bien sûr, et jusqu'au bout, hein, nous on n'est pas petits jusqu'au bout. Hein. On n'a pas le droit de jeter de la merde. On n'a pas le droit de jeter de la merde. Vous vous rendez compte, si notre repreneur il trouve ça, tiens, il va se dire, bon papier. Et au final, ça fait quoi comme épaisseur du papier comme ça? L'épaisseur? Ouais, l'épaisseur. D'une feuille, c'est quoi? Je saurais pas te dire, c'est quelques microns, hein, c'est pas épais. Hein. Nous on travaille au grammage au mètre carré. Alors, ce qui est impressionnant, c'est la taille de la machine pour faire quelque chose d'aussi délicat. Exactement, c'est une simple feuille de papier. Et il faut savoir que la machine elle tourne à 1520 mètres minutes, donc ça fait environ 90 km/h. Donc on fabrique une feuille à 90 km/h en partant d'un mélange d'eau et de fibres de bois. On travaille à partir d'éléments liquides et on les sèche, donc il n'y a jamais de poussière quasiment. Le travail, il consiste en quoi réellement pour la majorité ici des salariés? C'est de contrôler que la machine tourne bien, que... Oui, donc sur la machine, il y a, je vais dire, une dizaine d'opérateurs et ils sont là pour contrôler la marche de la machine. Vérifier qu'on fabrique le papier aux normes qui nous sont imposées par les clients, on va dire. Donc qualité, c'est la blancheur, la teinte, le grammage. Plus le grammage est fin, plus c'est compliqué à faire, bien sûr. On fait du minimum 51 grammes au mètre carré et le maximum 70 grammes au mètre carré. Donc notre boulot, c'est de surveiller tout ça et quand la feuille casse, parce que ça arrive, faut pas croire, c'est de repasser la feuille dans le circuit pour qu'elle se refasse. Donc quand ça va bien, ça va bien. Quand ça va mal, ça va mal. En sachant qu'on travaille dans des endroits où il fait très chaud. Très très chaud. Dans les sécheries, on est à 80-90 degrés, je pense. Avec un taux d'humidité de 90%. C'est vraiment éprouvant. Hein. Voilà. Et pourtant, j'ai l'impression que ce métier ici, tout le monde l'aime. Moi, ça va faire 23 ans que je suis dedans, forcément je l'aime. C'est ma vie, mais bon, apparemment, je crois que c'est la fin de la vie, de ma vie de papetier, je pense.
Et alors que les papetiers donnent de la voix et jettent du papier sur le rond-point d'accès de l'autoroute A1 à Fresnes-les-Montauban, ils blanchissent, comme ils disent, je me retourne vers les représentants syndicaux CGT de l'usine Renault de Douai, toujours présents à côté des Stora Enso. En effet, il y a peu, nous avons tous appris que le marché automobile français favorisait les marques françaises. Et oui, les consommateurs achètent français. Alors, pourquoi être inquiet pour l'emploi dans les usines du groupe Renault ? Alors, là-dessus, je vais vous répondre. C'est très bien pour le groupe Renault. Seulement, quand on dit que les ventes de voitures neuves en France, et notamment les voitures françaises, il faut savoir que 70% des Clio 4 qu'on vous dit qui marchent bien, ils sont fabriqués en Turquie. 30% seulement à Flins, alors que c'était l'usine pilote. C'est elle qui fabriquait à 100% quasiment la Clio 3. Aujourd'hui, Clio 4, c'est Turquie. Quand on dit, voilà, c'est pour ça, on peut parler de chiffres, on peut amener des choses et dire l'automobile française se porte bien. Seulement aujourd'hui, elle est plus fabriquée en France. D'où le gros problème. On va prendre le Captur aussi. Captur fabriqué en Espagne. Mégane fabriqué 100% en Espagne. Donc allez me dire qu'aujourd'hui les marques françaises se portent bien. Qu'est-ce qui reste de français? Le nom. Mais les emplois. On a fait un accord compétitivité qui met 10 000 emplois. Renault France simplement. Simplement Renault France. Vous imaginez 10 000 emplois. Ça veut dire qu'on a vidé nos usines françaises au détriment des autres usines. Et aujourd'hui, on ose nous dire l'automobile marche bien en France. Mais elle n'est pas fabriquée en France, c'est ça le problème. C'est qu'on nous a tué les emplois en France. Vous avez l'impression que dans les sites d'assemblage de fabrication Renault en France, on ne vous donne pas à produire les bons véhicules. Les bons véhicules. Tout à fait. Le volume. C'est un petit peu ce qui s'est passé à Stora. On nous a dit, on nous a donné les mauvaises commandes. Tout à fait. On vit partout en France, nous notamment dans l'automobile, parce qu'on est dans l'automobile, mais vous le voyez sur Stora, vous le voyez un peu partout. On délocalise petit à petit. Alors on restructure, on licencie. Alors on n'appelle pas ça des licenciements, des départs volontaires ou des plans de départ. Il n'empêche que c'est des pertes sèches en emploi qu'on ne regagnera jamais. Les marchés qui sont partis, on les rattrapera jamais. Donc petit à petit, alors pour passer honnêtement et bien dans l'opinion publique, on nous dit qu'il n'y a pas de fermeture d'usine chez Renault. Vous imaginez 10 000 emplois Renault France sur 3 ans, c'est 3 usines comme Douai. Imaginez-vous. Et dans l'opinion publique, il n'y a pas de licenciement non plus. Donc même les journalistes se contentent de ça. C'est bien, il n'y a pas de licenciement. 10 000 emplois, 10 000 pertes sèches. C'est 10 000 jeunes qui restent sur le carreau, monsieur, vous imaginez ? Et l'opinion publique se satisfait de ça et trouve que c'est normal. C'est complètement injuste. On est complètement décalé par rapport à ça. C'est immoral. Surtout qu'on voit qu'en Espagne, Turquie et autres, ils travaillent le samedi et le dimanche en 3-8. Et nous, on a des journées de chômage en voiture voilà. La Roumanie, Dacia, parce qu'aujourd'hui le groupe Dacia fait partie du groupe, se porte bien. Bon, une toute nouvelle usine qui sort de terre pendant que nous, on subit la crise en 2008. Vous avez l'usine au Maroc qui sort de terre. Nous, on avait des projets dans l'usine. Notre ancien directeur, avant qu'il s'en aille, pour pas le citer, monsieur Jérôme Olive, nous dit que les véhicules sont dans l'usine. Il est débarqué, il y a une promotion, il s'envole, les véhicules, hop, on les arrête. On nous a complètement annulé les projets. Donc on a vécu, ce qu'on a vécu là avec le chômage, des choses comme ça, c'est bien une volonté politique de monsieur Gozd de pas nous donner les projets, sous prétexte de la crise. Et vous faites végéter les usines françaises comme ça, parce que ça a commencé par Sordoville, souvenez-vous, où aujourd'hui ils sont plus que 2000, où ils faisaient le haut de gamme, aujourd'hui on va leur donner un vulgaire trafic à faire à 2000 personnes en attendant, mais est-ce que ça durera ? Et est-ce que ça durera ? Nous, c'est un petit peu la même chose. 2008, on était 6200 et quelques salariés Renault Douai. Aujourd'hui, on est 4400, dont presque 600 détachés et des gens qui sont dispensés d'activité, les fameux plans, pas de licenciement, mais plans de départ qui sont sortis, qui ne sont pas remplacés. Donc vous voyez, on ne peut pas dire que ça se porte bien. C'est une mauvaise opinion qu'on fait des choses en disant tiens, Renault se relance, Renault oui, il se relance, mais ce sont des véhicules majoritairement fabriqués hors de nos frontières françaises. Alors ce qui est incroyable, c'est qu'on a ce discours consommer français, vous allez aider l'emploi en France. On aide le groupe Renault, mais on n'aide pas l'emploi en France. On est d'accord. Et vous savez, ce qui nous révolte un petit peu, c'est quand M. Montebourg dit que l'accord de compétitivité, sur l'accord de compétitivité, il nous dit mais oui, mais Renault n'a pas franchi la ligne rouge. Bah ça, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Qui a signé cet accord de compétitivité ? Voilà, tout le monde sauf la CGT. C'est pas qu'on est, nous, bien sûr, on a toujours combattu la retraite à 55 ans, pleine et entière.
Donc on n'est pas contre ceux qui sortent, on est contre le fait qu'on sort des gens pour pas en rentrer et vider nos usines. Donc on les met en danger. On vide nos usines, on nous enlève des projets, on relancera jamais. On le sait très bien. Et vous le savez aussi, vous journalistes, qu'une fois qu'on nous enlève des projets, une fois qu'on nous enlève des effectifs, c'est certainement pas pour nous relancer. Donc on va végéter, mais seulement dans l'opinion publique, ça fait bien. Renault n'a pas fermé d'usine, c'est ce qu'on nous dit par rapport à PSA. Regardez PSA, ça aurait pu être pire chez Renault. PSA, 8000, bien sûr, ils ont fermé des usines, une usine, comme dans le nez. Nous, 10 000, on n'a pas fermé des usines, mais on les a vidées. Ce sont des usines fantômes. Encore un jour se lève sur la planète France et je sors doucement de mes rêves. Je rentre dans la danse comme toujours. Il est 8h du soir, j'ai dormi tout le jour. Je me suis encore... Retour en voiture, notre chauffeur, toujours Patrick. Nous quittons le rond-point de Fresnes-les-Montauban pour accéder à la barrière de péage sur l'autoroute A1. Oui, chef. Ou pire, vous couchez. Pour aller gentiment se coucher, mais demain ira mieux. Puisqu'on est jeunes et cons, puisqu'ils sont vieux et fous, puisque des hommes crèvent sous les ponts, mais ce monde s'en fout. Puisqu'on est que des pions contents d'être à genoux, puisque je sais qu'un jour nous gagnerons à devenir feu, devenir feu. Et alors que débute l'opération péage gratuit, oui, mais avec retard, parfois les discussions sont âpres entre transporteurs et représentants syndicaux CGT. Les autres, ils ont le droit de crever, quoi. On a rabranlé. Les autres, ils ont le droit de passer, pas moi. Moi, je paye mes charges aussi. Moi. Et nous aussi. Si je vous prends chargement en Belgique aujourd'hui, là, eh ben, je fais quoi? Toi, t'auras ton salaire, moi, non. Mais en retard. Arrête. Qui sait qu'elle est... C'est ça la solidarité. C'est ça quand les routiers ils étaient dans la merde que les ouvriers ils ont donné un coup de main. Maintenant vous devez participer avec nous. Tu veux que je te dise quoi? C'est l'État qui a laissé faire tout ça. Kunin Nagel, je connais, j'ai été chargé. Tu vas... Oui, j'ai été chargé, comment ça se passe? En 2015, je perds mon emploi, tu crois? Et c'est pour ça que je suis là. En 2015. Eh ben maintenant, toi t'es artisan, c'est normal. Tu vas râler pour nous. Mais nous, faut qu'on sorte dans la rue pour faire voir qu'on n'est pas content. D'accord? Maintenant, tu dois respecter. L'État qui laisse tout faire. Tous les pays de l'Est, tout ça. 3 quarts de boulot. Moi, je faisais... Tous les gars qui ne bougent pas en France, qu'on est emmerdés. Avant, je faisais de l'Espagne. J'y vais plus parce qu'il n'y a plus de chargement. Même les Espagnols, ils n'ont rien pour eux. Tu payes pas, regarde. Bon courage, mais voilà. T'as une demi-heure dans les lacs seulement. Une demi-heure. Vas-y, mon vélo. T'as vu? Allez. Ouais, on va essayer. Avec des gars comme toi, on n'y arrivera pas. Attention, oh. Et ces salariés, tous inquiets pour leur avenir, à cette barrière de péage, font connaissance et s'inquiètent de la situation de l'un l'autre. C'est prestataire de service pour l'aérien, le fret, le maritime et la logistique. C'est un groupe mondial en fait. On est à peu près 70 sites en France. Il s'y passe quoi actuellement? Qu'est-ce qui se passe actuellement? Nous, il y a plusieurs plans sociaux dans notre groupe. Aussi, ouais. Et nous, on va peut-être, logiquement, on perd notre contrat avec Carrefour, avec le projet Caravelle, je pense que vous en avez entendu parler. Et donc nous, on est en plein dedans. On ne sait pas notre avenir. À Liberco Brasserie, on ne connaît pas notre avenir. Donc en fonction de ça, déjà, on soutient les camarades. Et puis nous, ça sera après, nous. Ça réconforte pas, mais ça fait du bien, quoi. Ouais, si. Aujourd'hui, ils sont là pour nous. Bon, ils sont là un peu pour eux aussi, quoi. Et je pense qu'on reviendra quand ça sera leur tour. J'espère que l'intersyndicale le fera nécessaire pour qu'on vienne les soutenir. Il faut essayer d'un peu repérer tout le monde aujourd'hui, quoi. Aujourd'hui, c'est tous ensemble, c'est être solidaire. C'est la preuve que ça n'arrive pas qu'à Stora, quoi. C'est le pays entier. Voilà, c'est ce qui fait. C'est le mot du jour. Aujourd'hui, c'est préemption du site pour Stora et le mot du jour, c'est solidaire. Une solidarité également joliment exprimée en famille. Bonjour, tu peux me donner ton prénom? Doriane. Et Emeline. Et aujourd'hui, vous êtes venu pour la manifestation. C'est la première fois que vous manifestez comme ça? Non, ça fait déjà plusieurs fois qu'on manifeste pour Stora Enso.
soutenir tous les ouvriers et principalement notre papa qui est là aujourd'hui avec nous. Vous avez quel âge? J'ai 18 ans. 24. Ça fait combien de temps que papa est à l'usine? Ça fait 28 ans. Ouais. Quel souvenir vous gardez de 2006? Comment vous l'avez vu? Peur, une grosse frayeur, déjà de ne pas savoir si à ce moment-là il allait garder son boulot. Heureusement pour lui, il a réussi à le garder. Les autres ouvriers, bon, il y en a qui ont été licenciés, malheureusement pour eux. Et aujourd'hui, la même peur. De se retrouver comme ça, licencié, ça fait peur. C'est dur déjà pour les jeunes de trouver du boulot, donc on se dit que pour notre papa de 50 ans, retrouver du boulot, on ne sait pas comment ça va se passer, on appréhende. En dehors de ces temps, vous en parlez à la maison? Oui, on en parle. On essaye de voir vers quoi il pourrait se diriger par la suite. On refait des CV, on cherche, on envisage la suite. C'est important à ce moment-là que la famille elle soit derrière le papa là? Ah oui, très. C'est pas tous les jours facile, ni pour lui ni pour nous. Mais on est obligé de faire avec. Il faut se soutenir mutuellement parce que c'est difficile. Il y en a qui se mobilisent. Et je fais un appel donc aux enfants des ouvriers de Stora Enso, venez soutenir votre papa, vos familles, ainsi que les collègues. Voilà, plus on sera, mieux ce sera. C'est vous qui avez décidé de venir ou c'est lui qui vous l'a demandé? Ah non, on est venu de nous-mêmes. On est venu de nous-mêmes. C'est normal. C'est normal qu'on soit là pour lui. Voilà. Ils sont bien vos filles, hein? Ouais, voilà. Vous venez de voir leur réaction à chaud. Donc moi ça me fait plaisir aussi, ça me touche parce que c'est vrai que c'est spontané, ils sont solidaires et c'est vrai ce que l'une de mes filles vient de dire, Emeline, que tous les enfants de tous les collègues se mobilisent pour qu'on soit déjà plus nombreux et puis qu'il y a un impact vraiment familial parce que c'est vrai que ce sont des manifestations pacifiques, plus familiales, donc plus on est nombreux, les enfants, la femme, le cousin, etc., ça peut faire bouger les choses. Elles sont déjà rentrées dans l'usine? Oui, quand il y a eu des visites annuelles, ils sont déjà venus visiter. Mais bon, là, dans cette situation-là, non, ils n'ont pas encore eu le temps de voir la tristesse d'une machine arrêtée. Parce qu'à chaque fois qu'elles sont venues visiter, c'était en fonctionnement. Maintenant, les machines sont arrêtées. C'est une désolation. Une machine ultra moderne, arrêtée au bout de 24 ans, c'est une honte pas possible. Il y a les yeux qui brillent, hein, c'est pas le froid? Un petit peu. Il n'y a pas que ça, j'ai l'impression. Hein. Voilà. Ah, voilà, c'est vrai. Ouais. C'est vrai qu'on l'a gros sur la patate, ça, il faut le dire. Et c'est tout le monde, hein, tout le personnel de Stora, il est dans la même situation. Mentalement, c'est très très dur à supporter. Voilà. Bon courage. Merci. Soyez les bienvenus, bonjour, il est midi. Information trafic, Julien Burnat. Ravi de vous retrouver à midi. On va parler dans un instant de manifestation du côté du péage de Fresnes et des restes de cette manifestation. Il y a un autre ralentissement sur la 1 en direction de Lille au niveau de Biache-Saint-Va. On voit ça dans le détail dans un instant. N'oubliez pas non plus que la vitesse... c'est pas fréquent que d'être comme ça, en plein milieu de l'autoroute, à l'arrêt. Ah non, mais c'est incroyable. Là. Mais en plus, il y a eu un petit déclenchement de quelque chose. C'est pour ça qu'on a un petit peu arrêté là, pour dire d'attendre les camarades. Et puis on va y retourner là tout doucement par la suite. Calmement, pour être à l'heure. Bien sûr, toujours calmement. C'est pas un escargot de compétition qu'on a, c'est un petit escargot. On appelle ça une limace. J'ai l'impression qu'il est très déterminé, l'escargot, quand même. Hein. Oh oui, Hervé est toujours déterminé. Et de plus en plus déterminé. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Ça, c'est sûr. C'est que le début. Parce que l'escargot, il a encore une maison, mais peut-être après l'escargot, il n'aura plus de maison. Alors on appelle ça une limace. Et la limace, elle ira encore moins vite pour se déplacer. Tout à fait. T'es d'accord avec moi, hein? Tout à fait. Bah oui. Bah oui. Voilà Patrick, alors 13h15 et on arrive à Lille. Eh oui, enfin, c'est très long, mais bon, qui dit escargot, hein, donc
Là, nous arrivons à l'île Centre. Dans peu de temps, nous sommes au conseil régional. Donc, une délégation est reçue. Et ensuite, on doit aller à la préfecture, il me semble. Hein. Donc, nous y sommes dans peu de temps, quoi. Alors, il y a du papier partout, hein, là où est passé le cortège. On vient de voir, parce que maintenant la télé c'est comme ça, sur les portables on reçoit, le journal de 13h, 12 secondes consacré à Sora, un peu frustré. Et oui, comme d'habitude, Starquark, vraiment, on freine un petit peu l'audience ou autre, on nous empêche quoi d'être vu, d'être entendu. On comprend pas vraiment l'État, s'il est avec nous ou autre. Voilà, on est censuré, oui, on est censuré. Voilà, je trouvais pas le mot, c'est ça. Donc en espérant que ce soir on en parle un peu plus, quoi. Mais c'est pas normal, hein. 350 emplois directs, vers les 1000 au total. Non, c'est pas normal. Hein. On dit ce que l'on veut, quand on veut et à qui l'on veut. Et après une petite collation, les Stora Enso rejoignent l'ensemble des salariés CGT mobilisés à Lille. Près de 1500 salariés défilent dans les rues de Lille pour manifester leur inquiétude quant à leur avenir. Pendant que les salariés Stora Enso défilent dans les rues de Lille, une délégation est reçue par Monsieur Pierre de Saint-Ignon, vice-président en charge du développement économique à la région Nord-Pas-de-Calais. Et à l'issue de cette rencontre, Monsieur Pierre de Saint-Ignon répond à mes questions. Il y a près de 2 ans que Stora Enso nous préoccupe. Et quand je dis nous préoccupe, le mot est faible. Et il y a autant de temps que nous sommes dans un dialogue très confiant avec les organisations syndicales, dans un dialogue proche, et chacun dans son rôle. Nous les élus, en charge de la région, mais moi-même de l'économie, et puis les organisations syndicales à la tête de leur entreprise et des salariés de l'entreprise. Voilà, donc on s'est vu à l'instant dans le cadre de cette manifestation, parce que leur inquiétude est évidemment au paroxysme, parce que le groupe finlandais a annoncé la fermeture, sans rien annoncer par ailleurs au niveau mondial, donc dans les instances, qu'ils sont en pleine discussion d'un plan social et en même temps qu'ils ont l'ardente volonté comme nous
de faire en sorte que cette entreprise ne soit pas démantelée, que l'usine continue d'être en bon état de marche et que la machine puisse repartir. Et donc on a convenu ensemble que c'était notre objectif commun, à la fois d'aider les salariés à négocier un plan social de très haute tenue, parce qu'il faut organiser la suite en toute hypothèse, c'est-à-dire créer les conditions pour que les salariés s'en sortent et s'en sortent le mieux possible, à la fois sur leurs indemnités si l'affaire devait aller jusqu'au bout de la liquidation, mais aussi sur leur plan de reclassement, leur plan de formation et puis le plan de réindustrialisation du site qui va avec une liquidation de cette nature, et puis en même temps une préoccupation partagée de faire vivre cette usine et donc de choisir toutes les meilleures solutions qui permettront de faire place à des repreneurs. Alors je ne suis pas qualifié et habilité pour en parler, mais le ministre en a parlé lui-même. Il y a un certain nombre d'investisseurs qui ont manifesté un intérêt pour Corbehem. J'espère rencontrer le cabinet dans les jours qui viennent pour connaître ce qu'ils savent de ces dossiers et savoir s'il y a une vraie perspective de reprise qui, jusqu'à présent, ne s'était pas manifestée, mais pourrait peut-être se manifester à l'occasion de cette annonce. Il y a également l'inquiétude de voir, tout comme en 2006, où voilà, le groupe refusait absolument de vendre sa machine ou le site, de le céder à un repreneur. Il y a les salariés qui sont venus vous rencontrer pour demander également de l'aide à ce niveau-là. On entend parler entre autres de préemption du site pour être sûr que la machine ne soit pas démontée et remise à disposition de l'emploi dans la région. La question de la préemption ne se pose pas pour le moment en tous les cas, et elle se posera peut-être pas du tout. D'abord parce que pour préempter, il faut qu'il y ait une vente. On ne peut pas préempter sur un site qui n'est pas en vente. Ça ne peut pas exister. Officiellement, il l'est, puisque Stora dit on cherche. Il ne l'est pas. Pour qu'il y ait un vendeur, pour qu'il y ait une vente, il faut qu'il y ait un vendeur. Et puis deuxièmement, parce que maintenant que le ministre nous a annoncé qu'il y avait des manifestations d'intérêt, on veut jouer la carte de l'industrie, c'est-à-dire la carte d'un dialogue nouveau entre Stora Enso et des industriels qui manifestent un intérêt pour ce site, mais dans des conditions où on sera plus précis dans nos questions à l'égard du site, du groupe, parce que il ne semble pas qu'on nous ait dit toute la vérité au cours de ces 14 mois. Et donc j'espère qu'on ne fera pas la démonstration qu'un certain nombre de propositions ont été faites, elles n'auraient pas été étudiées. Ça serait vraiment pas acceptable, et on va faire tout pour que ces manifestations d'intérêt trouvent au moins un dialogue de qualité avec le groupe. Autrement dit, tant que Stora Enso ne décide pas de vendre la machine ou décide que le repreneur potentiel ne lui convient pas, il n'y a aucune pression possible sur le groupe finlandais. Ce n'est absolument pas ce que j'ai dit, ça c'est votre interprétation, ou vous voulez me faire dire ce que je n'ai pas dit. Non, mais je vous ai expliqué, je ne vais pas me répéter 10 fois. J'ai dit très clairement que nous avions 2 objectifs. Le premier, c'est d'accompagner les salariés dans le plan social pour qu'ils soient traités comme il se doit si la liquidation de cette entreprise devait finalement avoir lieu. La seconde, c'est de mener un combat avec les salariés pour trouver un repreneur qui fasse repartir cette machine. On fera tout pour cela. Et puisque le ministre, c'est pas moi, a annoncé qu'il y avait 3 manifestations d'intérêt sérieuses, eh bien, je demande au ministre qu'il nous dise ce qu'il y a dans les dossiers pour que nous puissions aborder le groupe Stora Enso dans d'autres conditions que ce que nous avions fait jusqu'à présent. Jusqu'à présent, le groupe nous disait, nous voulons céder. La décision est prise dans le principe, mais nous ferons les choses bien, nous ferons en sorte que ça se fasse dans de bonnes conditions pour l'usine, avec des repreneurs de qualité. Et la qualité du dialogue que nous avions fait avec eux nous avait amené à croire cela. Bon, force est de constater que ça ne s'est pas produit. Force est de constater qu'à partir du moment où ils ont annoncé qu'ils fermeraient, eh bien, il y a des manifestations d'intérêt qui se sont manifestées. Donc la question, pourquoi pas dans les 14 derniers mois? La question maintenant, puisque je veux être positif, c'est de dire, puisqu'il y a, et s'il y a des manifestations d'intérêt, nous voulons le savoir pour pouvoir les appuyer et dialoguer avec le groupe dans des conditions telles que l'usine puisse repartir. Voilà. Et on fera tout pour qu'il en soit ainsi. Nous avons une préoccupation, c'est d'être aux côtés des salariés, comme on l'est toujours, aux côtés des organisations syndicales sans être devant elles, mais aussi aux côtés de l'économie,
parce que nous voulons que cette magnifique usine, cette magnifique machine qui est leader et qui est une référence dans ce domaine d'activité, puisse redémarrer le plus vite possible, et on fera tout pour qu'il en soit ainsi de notre point de vue. Là concrètement, vous en êtes au stade du dialogue, mais qui repart à un point zéro. Il n'y a pas d'aide concrète particulière. Je comprends pas ce type d'interrogation. Il n'y a pas de point zéro. On n'a jamais cessé de dialoguer. Donc là, on est là, on fait un point. Les organisations syndicales ont appris comme nous. Oui, mais bien sûr. Mais les organisations syndicales ont appris comme nous que l'entreprise allait fermer, parce que c'est Stora Enso qui l'a dit. Mais si je suis bien informé, Stora Enso l'a dit comme cela, mais il l'a pas dit au comité de groupe, il l'a pas dit à l'échelle mondiale, il l'a pas dit aux différentes instances. Donc point. On a fait le point, et s'ils viennent 10 fois, on les recevra 10 fois. Et puis entre les deux, on se téléphone souvent, on se parle, on essaie de trouver les bonnes solutions pour que à la fois l'intérêt des salariés soit protégé, mais en même temps qu'on donne le droit le plus possible à une perspective économique. On gère les deux en permanence. Ce sera pour moi la dernière question. Le fait finalement que Stora pendant 14 mois n'ait pas amené les résultats qu'aujourd'hui le ministre propose, en tout cas que son service a permis d'offrir aujourd'hui en termes de repreneurs potentiels, j'entends bien, sur le site. Le fait également que vous, comme vous le disiez à l'instant, que le groupe n'a pas communiqué officiellement son désir d'arrêter l'usine plus tôt, ça rompt la confiance que pouvait avoir l'institution. Je vais être beaucoup plus attentif, encore plus attentif. C'est-à-dire que jusqu'à présent, avec des industriels sérieux, des gens qui viennent me voir, mais il n'y a pas que moi, ils ont vu le préfet de région, le préfet du Pas-de-Calais et de multiples acteurs, avec un message très apaisant. Oui, on est déterminé à vendre, mais on veut le faire dans de très bonnes conditions. Et faites-nous confiance, on prendra le temps qu'il faut pour qu'il en soit ainsi. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut donner de la valeur à la parole donnée. Bon, je constate que 14 mois après, la parole était sympathique, elle était donnée, mais elle n'a pas été conclusive. Voilà. Et puis, brutalement, sans même qu'on nous prévienne, ni nous, ni les organisations syndicales, boum, on apprend qu'ils décident de fermer. Et qu'il n'y a rien à voir. Eh bien, nous, on veut voir, d'autant plus que le ministre l'a dit. Il semble que depuis, il y ait 3 ou 4 manifestations d'intérêt sérieuses, selon les termes du ministre, qui se soient exprimées. Nous, on veut savoir ce qu'il en est. Et on fera tout, nous, la région, pour accompagner ce processus, y compris s'il faut aller dialoguer au plus haut niveau du groupe en les mettant face à leurs responsabilités. Et quant aux salariés, ils ont notre solidarité, donc on est très attentif avec eux pour les aider dans leur combat, bien sûr, global, et donc y compris dans la démarche qu'ils font aujourd'hui, mais aussi dans leur économie propre, c'est-à-dire les protéger dans leurs droits personnels, financiers, mais aussi dans leur devenir, leur formation, l'accompagnement, enfin tout ça c'est très important. Pierre de Saint-Ignon, vice-président au conseil régional en charge du développement économique, à l'issue de cette rencontre avec les délégués du personnel Stora Enso. Pour les délégués du personnel, Laurent Fauveau. Donc la première chose qui nous a été dite, c'est que comme le préfet, le groupe Stora Enso, par le biais de M. Munoz, a mené en bateau pendant X mois la région, comme le préfet. Donc est-ce qu'on aura le même son de cloche quand on ira à Paris le 20, je ne sais pas, on verra bien, mais on voit bien que le groupe Stora Enso s'est bien chargé de mener en bateau tout le monde. Chose aujourd'hui qu'on a pu apprendre, c'est que apparemment la région était au courant qu'il y avait 2 repreneurs qui avaient mis de l'argent sur la table pour reprendre le site et que ces deux offres avaient été mises de côté et pas mis au goût du jour. Donc ça, c'est un constat, donc on se rend là bien compte que le groupe Stora Enso ne voulait pas céder son site de Corbehem. Alors, on a discuté longuement sur peut-être éventuellement un potentiel repreneur qui pourrait arriver d'ici quelques mois. On a demandé la position de la région sur le sujet. Et ils nous ont indiqué que s'il y avait un repreneur potentiel qui venait avec un dossier solide, il pourrait l'accompagner à la suite du PSE, mais avec un dossier solide et voir si Stora Enso veut bien céder son site. Parce qu'on est là bloqué sur le droit de propriété d'un groupe international sur le sol français. C'est-à-dire que le droit de préemption que vous évoquiez, on vous dit on n'a pas le droit de le faire, c'est ça à la région ?
c'est pas du tout les mêmes termes qui ont été employés. Ils sont plutôt partis sur comment expliquer, sur un accompagnement, on peut dire, sur l'accompagnement d'un repreneur, voir la situation de Stora Enso, comment ils appréhendent la chose selon le potentiel repreneur qui viendra se présenter. Mais bon, on parle toujours au conditionnel et il faut que ça se présente, quoi. Est-ce que les deux repreneurs qui avaient présenté un business plan solide et qui avaient mis de l'argent sur la table se représenteront? Alors là, on est complètement dans le néant, quoi. Stora Enso, manifestation, déplacement au Conseil régional Nord-Pas-de-Calais, reportage documentaire, Hervé Dujardin de Radio Scarpe Sensée. C'est brûler les petits papiers de riz ou d'Arménie, qu'un soir ils cuisent papier maïs.